Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de la Minute Rhumato, le podcast de la Société française de rhumatologie. Aujourd'hui, nous allons explorer un sujet technique mais essentiel en pratique rhumatologique, les infiltrations épidurales par la voie du hiatus sacro-coccygien dans le traitement des lombo-radiculalgies. Pour nous éclairer sur ce thème, nous avons le plaisir d'accueillir le docteur Joël Glemarec, rhumatologue au CHU de Nantes. Bonjour docteur. Bonjour, je vous remercie de votre invitation. Docteur, pour commencer, pouvez-vous nous expliquer ce que sont les infiltrations via le hiatus sacro-coccygien, en quoi elles diffèrent des infiltrations épidurales par voie haute? Alors, la technique d'infiltration par le hiatus sacro-coccygien est une technique très ancienne, puisque les premières ont été réalisées dans les années 1900. En fait, il y a deux phénomènes qui ont contribué à leur développement ces dernières années, même si elles continuent à être utilisées de façon régulière par les rhumatologues. C'est d'une part l'avènement de l'échographie ostéo-articulaire, parce qu'elle permet de repérer assez facilement le hiatus sacro-coccygien et donc d'être sûr de bien positionner l'aiguille en épidurale. Parce que quand on les faisait à l'aveugle, on s'est rendu compte qu'il y avait à peu près un tiers des cas où on n'était pas en péridurale. Par la voie du hiatus sacro-coccygien, on est en place dans 99 des cas. Les rares cas d'échec sont soit parce qu'on a un hiatus qui est fermé, soit parce que le patient n'est pas échogène quand on a une obésité morbide. Le deuxième événement qui a contribué à son développement, c'est la description de complications neurologiques sévères après des infiltrations, soit par voie épidurale chez des patients qui avaient des antécédents de chirurgie rachidienne, soit par la voie périradiculaire. Et l'AFSAS avait fait une mise au point en 2011 contre-indiquant les infiltrations dans ces indications-là et recommandant, si on faisait des périradiculaires, d'utiliser un corticoïde non particulier que la dexaméthasone. Pourquoi les pratiques concernant les infiltrations épidurales ont évolué ces dernières années, c'est-à-dire qu'il y a un attrait envers ces infiltrations par le hiatus plutôt que par voie haute? En ce qui concerne l'efficacité des infiltrations rachidiennes, les données de la littérature sont d'analyse difficile parce qu'on a souvent des populations hétérogènes, mêlant des patients qui sont lombagiques et des patients qui sont radiculagiques. Le mécanisme de la radiculagie peut être différent puisque parfois il s'agit d'une hernie discale, parfois d'une sténose, qu'elle soit centrale ou foraminale. On a également des études qui portent sur des patients qui sont aigus, d'autres qui sont chroniques. Et puis, les voies d'abord utilisées, les corticoïdes utilisés et les volumes injectés sont variables en fonction des études. Globalement, les méta-analyses retrouvent une efficacité des infiltrations, quelle que soit la voie d'abord utilisée, à moyen et court terme, mais pas à long terme. Et donc, ça reste un traitement de seconde intention qu'on propose chez des patients qui ont une radiculagie qui évolue depuis au moins 4 à 6 semaines avant d'ouvrir une discussion chirurgicale. D'ailleurs, un certain nombre de chirurgiens demandent à ce que les patients aient ce type de geste avant d'envisager la prise en charge chirurgicale. En ce qui concerne la sécurité, les complications sont exceptionnelles. Le geste nécessite une asepsie en 5 temps et il ne faut pas cathétériser le canal sacré. Par cette voie d'abord, le reflux vasculaire est beaucoup plus faible que dans les autres voies d'abord, évalué à 0,5% contre 3,1% par la voie péridurale et 7,9% par la voie transforaminale, sur des études qui portent tout de même sur 10 000 infiltrations réalisées par Manicanti. Et enfin, troisième intérêt de cette voie d'abord, le risque de syndrome post-EPL exceptionnel. Dans la prise en charge des pathologies rachidiennes, quelles sont les données actuelles de la littérature concernant l'efficacité et la sécurité des infiltrations réalisées par le hiatus sacro-coccygien? Il n'y a pas de recommandation officielle pour l'utilisation de cette voie d'abord. Ce sont les contre-indications en fait des autres voies d'abord qui ont amené à privilégier ce type d'infiltration. Existe-t-il des recommandations officielles concernant l'utilisation de cette voie d'infiltration? Si oui, quelles sont-elles et comment s'intègrent-elles dans la pratique clinique? En pratique, actuellement à Nantes, nous utilisons en première intention le hiatus par la sacro-coccygien éco-guidé parce qu'on est sûr d'être bien positionné, qu'on a peu de risque de syndrome post-EPL et qu'il est utilisable même si les patients ont un antécédent de chirurgie rachidienne. Après, il faut quand même se souvenir que, heu,
on a une voie d'abord basse et qu'on va pas pouvoir faire remonter le produit, très, très haut. On a montré qu'en injectant 20 millilitres par la voie de hiatus, on atteignait la racine S1 dans 100 des cas et la racine L5 dans 89 des cas, tandis qu'on atteint la racine L4 que dans 28 des cas et L3 que dans 19 des cas. Donc quand on est sur un conflit haut situé, il faut parfois plutôt utiliser en première intention une infiltration péridurale, haute. De même, quand on a des hernies qui sont extraforaminales, il faut mieux, en première intention, utiliser éventuellement la voie périradiculaire avec un corticoïde non particulaire. Merci beaucoup, docteur, pour ces explications enrichissantes sur les infiltrations par la voie du hiatus sacro-coccygien. Et merci beaucoup de votre invitation. Chers auditeurs, j'espère que cet épisode vous a permis d'en savoir plus sur cette approche et ses implications pratiques. N'oubliez pas de vous abonner à la Minute Rhumato sur vos plateformes d'écoute préférées et de nous retrouver pour notre prochain épisode. À très bientôt!